va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Vincent, je vous présente Christophe. Salut. On fait du DevOps chez Ubisoft. Donc, je fais du dev, il fait de l'Ops. Je vous laisse deviner qui est le bon et la brute. Et sur cette super introduction, je vais te laisser te présenter un peu plus en détail. Moi, c'est Christophe. Je travaille chez Ubisoft depuis quasiment 5 ans. Et puis là, plus particulièrement sur un projet de création de plateforme serverless. Voilà. Et puis, le troisième protagoniste, qui est le truand. Donc, Voilà, il m'a complètement zappé, c'est pas grave. Et moi, Vincent, donc, je suis développeur Go et je travaille sur un service managé de création de clusters Kubernetes. Et donc, on va vous présenter Talos aujourd'hui. Donc, le plan, évidemment, Talos en premier. On va vous faire une petite introduction un peu générique. Mais surtout, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était vous présenter Talos à travers les use cases qu'on a chez Ubisoft. Donc, Christophe vous parlera un peu de comment il l'utilise dans sa plateforme serverless. Donc, ne me demandez pas comment il installe un OS sur des serveurs dans une plateforme serverless. Ça n'a pas de sens. Et je vous parlerai un petit peu après de comment on l'utilise dans un use case de serveur de jeu. Et on va commencer par parler de Talos. Donc Talos, en 2 mots, c'est une distribution Linux. C'est fait pour faire du cube, et rien que ça. Ça a été créé par un gars dans son garage, qui s'appelait pas Bill, mais qui s'appelle Andrew, en 2018. Donc on voit sa photo sur le slide. Quelques années après, il a monté sa boîte qui s'appelle SideHero, qui fait du support, etc. autour de Talos. Donc Talos, c'est open source, c'est licence copyleft Mozilla MPL. C'est écrit en Go, alors pas le kernel évidemment, mais le process d'init, le PID1. Et c'est écrit en Go en utilisant les mêmes concepts que Kubernetes, c'est-à-dire le pattern des contrôleurs. Ça n'utilise pas le même framework que Kubernetes, ça utilise un truc qu'ils ont écrit eux-mêmes qui s'appelle le Cozy Framework. Vous pouvez regarder les sources, c'est dispo en open source sur GitHub. Et ça fournit une API gRPC pour utiliser tout ça. Ça veut dire pas de SSH, pas de shell, pas de serveur d'impression, pour ceux qui suivent un peu les vulnérabilités récentes de Linux. Et en fait, il n'y a que 12 binaires dans la distrib Talos de base. Donc on voit les noms sur le slide. Le process d'init, évidemment, en Go, et containerd, runc, par exemple, qui vont permettre de lancer des conteneurs. Donc vous en doutez, ça veut dire que tout tourne dans un conteneur dans Talos. Et la petite courbe bleue qu'on voit en bas, c'est la courbe des contributions sur GitHub. Donc ça veut dire que globalement, le projet est assez stable et qu'il évolue assez bien de manière cohérente. Et donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser une distrib comme ça, sans SSH et sans shell? On va demander à un admin 6, Christophe, dès qu'il aura fini de faire des petits branchements, de nous faire une démo. Et ses mystères. Ah, il va pas y arriver, il faut 2 mains, c'est bon? Allez, c'est bon. Magnifique. Impeccable. On va tenir toute la démo, toute la presse. Et donc de Christophe de nous faire une petite démo de comment ça s'utilise sans faire de SSH. C'est ça, on va rentrer dans le dur directement. On va voir ça avec quelques cas concrets qui vont montrer un petit peu comment ça marche de base. Donc on va commencer par la création d'un cluster tout simple, tout bête. Voilà, donc on a un control plane, un node, un worker. Voilà, les instances sont déjà prêtes. Elles sont en mode maintenance. On verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer la configuration pour tout ce beau monde. Voilà, donc on va faire la output dans un folder qui s'appelle cloudnor-config. Et ça va générer une config spéciale pour le control plane, une autre pour les workers, et puis une Talos config, donc qui va servir à se connecter à ces nœuds par la suite. Voilà, on va rendre notre vie. On va appliquer cette configuration, d'abord sur le nœud du control plane, voilà, en mode insecure, parce que pour l'instant, on n'a pas de MTLS. On exporte la Talos config parce que voilà, on va rendre notre vie un petit peu plus simple. Et voilà, et on va aussi modifier un tout petit peu la Talos config de base en ajoutant les endpoints et les nodes. C'est pareil, c'est plus pour être à l'aise et pas avoir à taper plusieurs arguments lorsqu'on lance CTL. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on lance la commande Bootstrap. Bootstrap, en fait, ça va démarrer tout ce dont on a besoin pour Kubernetes, y compris etcd. On check l'état de santé de notre nœud. On voit qu'il est bien découvert, que tout fonctionne correctement.
Voilà, maintenant qu'on s'est assuré de ça, ben, on va passer au nœud suivant. Si Christophe Dupassé veut bien se dépêcher un peu. Donc, pareil que tout à l'heure, on va faire un apply config. Cette fois-ci, on va changer les endpoints qu'on va utiliser et surtout la configuration. Donc, on va utiliser la worker.yaml. Voilà. Très bien. Voilà, donc la configuration est appliquée. Comme tout à l'heure, on va refaire notre petit check. Voilà, tout se passe bien et on voit que le nœud a lui aussi été découvert. Donc ils sont tous les deux, au sens Talos du terme, dans le même cluster. On a la possibilité également de voir les informations un peu plus jolies avec un beau dashboard ici, un peu comme si on faisait un PS pour les sysadmins. Et voilà, donc on a toutes les informations qu'il nous faut à l'instant T. On va passer à la suite et parler un petit peu des avantages de Talos. Alors Talos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une distro qui est spécialement faite pour du Kubernetes, qui est assez minimaliste. Ça ne vient pas avec tout un tas de packages dont on n'a pas besoin. On parle à une API, voilà, donc il n'y a pas de SSH, il n'y a pas tout ça. On parle directement à une API avec la Talos config que j'ai montré tout à l'heure. C'est par défaut un système qui est assez sûr, puisqu'il est immuable, voilà, et mis à jour assez régulièrement. Et puis, on utilise kubespan. Donc, kubespan, ça utilise WireGuard. Donc, c'est un protocole VPN qui est moderne et léger. Voilà, on l'utilise surtout, nous, pour la création des clusters hybrides, parce qu'il y a une feature qui nous intéresse particulièrement, c'est le service discovery. Ça permet aux nœuds de se découvrir les uns les autres mutuellement, de manière sécurisée. Donc on va voir les petites commandes de base comme ça pour se mettre en train, un peu comme le fera un sysadmin finalement. On va commencer par voir l'état de la base clé valeur. Donc c'est etcd, son statut. Donc tout est OK, tout fonctionne très bien. Ensuite, on va checker les services. C'est un peu l'équivalent de systemctl pour les sysadmins. Voilà, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau du kubelet, par exemple. Ouais. Alors, comme si on faisait un journal CTL. Voilà, donc tout se passe bien pour le moment. Tout est OK. Donc pour un sysadmin, on n'est pas trop perdu. Voilà, on peut faire les commandes qu'on a l'habitude de faire un peu tout le temps, les ls pour lister les fichiers, les répertoires également. On peut regarder les montages. On va faire ça un petit peu plus simplement ensuite avec la commande mount. Donc c'est plus ou moins un df-h pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc tous ces points de montage là, bah, ça a rapport avec Contenerd. Bon, maintenant qu'on a créé notre cluster, qu'on est capable de faire quelques manipulations de base, eh ben, on va voir ce qui se passe au niveau de Kubernetes. Est-ce qu'on a accès à un cluster Kubernetes ou pas? Ça se fait très pour récupérer la kubeconfig, ça se fait vraiment très simplement. C'est Talos kubeconfig, tout simplement. Voilà. Donc on récupère ça dans un fichier qui s'appelle cloudnord -config. Il existait déjà, on l'écrase, c'est pas très grave. Et maintenant qu'on a cette configuration-là, on va l'exporter, puis on va regarder un petit peu ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur, voir un peu l'anatomie de cette configuration-là. Voilà, avec un config view. Comme ça, on ne voit pas les informations de certificats et de clés. Bon, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est notre contexte, c'est le contexte qu'il faut utiliser.
Donc on est bon. On va regarder l'état des nœuds maintenant. Donc nos deux nœuds sont en cluster Kubernetes. Donc c'est tout bon. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, on va générer du workload. On va créer un pod. Donc ça va être un Nginx, tout simple. Voilà, exposé sur le port 80-80. Et on va voir si ce service-là, dans le cluster, run ou pas. Ou si on a des petits problèmes par-ci, par-là. Bon, il est en conteneur creating. On va réessayer de nouveau. J'ai bon espoir qu'il passe running. Voilà, il est running maintenant. Donc on est pas mal. Et puis bon, maintenant on va voir un petit peu au niveau système ce qu'on peut faire. On a la possibilité de voir les conteneurs comme si on faisait un Docker PS, et avec l'argument dash Kubernetes, on voit les informations un peu plus orientées Kubernetes justement. Donc on voit les pods, les namespaces, le statut de ceci, tout ça dans l'OS. Donc c'est assez pratique pour le debug. Pour la configuration, ça se passe avec des patchs. Ça fonctionne beaucoup comme Customize, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des strategic merge, donc prendre uniquement le bout de configuration qui nous intéresse sur toute la configuration de base et apporter les modifications et ensuite faire notre patch. Sinon, on peut utiliser le JSON patch. Ça marche aussi très bien. On peut, comme avec kubectl, faire du patch inline. Je ne recommande pas pour si on a beaucoup de choses à modifier. Petite démo de ce que ça donne. Voilà, donc on va faire une modification de la config. On va ajouter en fait, on va patcher, on va ajouter des modules NVIDIA pour des nœuds GPU. Voilà, on a besoin d'avoir un nœud GPU de base. Donc on en a un ici avec du workload qui tourne dessus. On regarde dans quel état il est ready, tout est beau. Et puis maintenant, on va regarder le patch qu'on va pousser. Voilà, donc on va activer ces modules-là. Donc ce sont des kernel modules, d'accord. Les extensions sont un peu plus des packages, si on peut faire le pont entre les deux. Et puis là, on va pousser ce patch. Ou du moins, on va essayer de pousser ce patch avec la commande patch machine config. Donc on précise le patch qu'on va pousser. Et on ajoute mtry pour tester si c'est quelque chose qui va marcher ou pas. Donc là, on n'a pas de problème. Donc on va pousser effectivement cette configuration-là. Voilà, la configuration est poussée. Maintenant, on va la vérifier directement sur le nœud. On a la capacité de voir directement la configuration avec le edit machine config. Donc vous inquiétez pas, toutes ces informations-là, elles n'existent plus. Et on voit bien que nos kernel modules sont là. Donc on va vérifier. On a la possibilité également de vérifier tout ça, donc les modules, les extensions, les versions de NVIDIA. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc on fait read proc module. Et si c'est effectivement un nœud avec une GPU, on a nos modules qui sont chargés. On va faire un get extensions pour voir si nos extensions NVIDIA existent. Elles sont là, il n'y a pas de problème. Et on va vérifier la version de NVIDIA qu'on utilise. Voilà, donc proc driver NVIDIA version. Voilà, donc on est bien en 535.129.3. Donc on a toutes les infos qu'on veut voir.
Comment ça se passe au niveau de la mise à jour de Talos Linux? Alors c'est valable aussi bien pour l'OS que pour le Kubernetes qui roule dessus. Alors, ça suit le schéma AB, c'est-à-dire que on veut une nouvelle version, on va créer une nouvelle partition, d'accord, avec la nouvelle version dessus. Talos va faire les checks dans tous les sens et il va booter sur cette nouvelle partition. On garde l'ancienne, de telle façon à ce que si on a envie de faire un retour en arrière, eh bien c'est possible. C'est ce qu'on va faire ici avec une migration, un upgrade d'OS. Avec voilà, donc on va regarder la version déjà qu'on a, la version courante. Donc c'est la 1.7.6. Et nous, on veut passer en 1.8.0. Voilà, donc on va faire talosctl upgrade. Et on va préciser la version qu'on veut passer. Tout ça est documenté, bien évidemment, dans la documentation de Talos. Donc il fait ses checks, il restart tout un tas de services. Voilà, maintenant on est OK, on vérifie que la version est bien la bonne, donc on est bien en 1.8.0. Mais ça ne nous convient pas. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est un rollback et revenir sur la version initiale. C'est juste un talosctl rollback à faire. C'est vraiment très simple. Voilà, c'est fait. Et on va s'assurer qu'on est bien dans la version 1.7.6. Et voilà, tout est OK. On va faire maintenant la même chose avec Kubernetes et vous allez voir, c'est pas bien plus compliqué. Tout ce dont on a besoin de faire, c'est rajouter un dash Kubernetes à upgrade. Donc, on fait talos upgrade Kubernetes. On va essayer de passer une version en particulier, donc une version 1.31. On va voir ce que ça donne, 1.31, et pour être précis, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est autorisé à faire ça ou pas? Donc, ce n'est pas un chemin de migration qui est supporté. On va revoir un petit peu nos ambitions à la baisse. On va passer en 1.30.5. Voilà. Donc, on fait dry run pour voir si on n'a pas de problème sans appliquer. Voilà, il pré-pool les images quand on fait le dry run. Et maintenant, on va pouvoir effectivement faire cette migration. Donc, il va migrer l'API serveur de Kubernetes. Ensuite, c'est au tour du contrôleur, le scheduler. Et puis après, ce sera le kubeproxy, le kubelet. On va voir si les nœuds ont bien rejoint le cluster. Donc c'est OK. Voilà, donc on est bien en version 1.35. Les challenges qu'on peut avoir avec Talos de base, un peu pour tout le monde. On a parlé un petit peu tout à l'heure, si on est sysadmin, on a certaines habitudes voilà, qu'il faut un petit peu déconstruire, mais c'est pas, honnêtement, ça fait pas peur. C'est différent, tout simplement. Je vous ai parlé du mode maintenance au tout début. Alors, le mode maintenance, c'est le fait que l'instance attende sa configuration. Pendant ce temps-là, elle n'est pas sécurisée du tout. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas poussé la configuration, n'importe qui peut se connecter sur cette instance-là. Et on a des petites astuces pour réduire ce temps-là. Avec talosctl, on gère ça comme si c'était des animaux de compagnie, mais nous, on gère ça plutôt comme si c'était des troupeaux. C'est pour ça que nous, pour la gestion de tout ça, on utilise d'autres produits. Vincent vous parlera de Sidero Omni, puis nous autres, on utilise Cluster API qui permet aussi de réduire ce temps de maintenance puisque c'est tout automatisé. Et puis l'autoscaling de base, il n'y en a pas vraiment. Voilà, donc il faut ajouter quelque chose à un cluster autoscaler qu'on utilise nous en couple avec Cluster API. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus le cas concret de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire la plateforme serverless.
En commençant par 2 mots sur ce qu'est le serverless vraiment. Le serverless, c'est simplement donner l'opportunité de déployer une application sans avoir de knowledge, de connaissance de toute l'infrastructure qui est sous-jacente. Pour nous, c'était important d'avoir certaines fonctionnalités clés de base, donc notamment une API qu'on expose aux clients pour qu'ils puissent créer, pour qu'ils puissent détruire, qu'ils puissent modifier toutes leurs applications, pardon. Ça ajoute une abstraction et puis surtout, ça diminue la surface d'attaque parce que personne ne se connecte sur le cluster. On a fait aussi le choix d'exposer ces applications soit en public, soit en privé. On a un petit peu un focus CI dans le sens où on supporte les GPU, donc on a de plus en plus tendance à supporter de plus en plus de GPU. De facto, on fournit aussi une solution de stockage, voilà, pour la data qui viendrait avec ces GPU. Sachant qu'un de nos plus gros partenaires, c'est un service qui fait de l'inférence AI. Et puis on ne peut pas parler de serverless sans parler d'élasticité, donc l'autoscaling, bien sûr, mais aussi le scaling from zero et to zero. Voilà. Ça permet de réduire pas mal les coûts, et c'est ce qui intéresse un petit peu nos clients, parce qu'ils ne payent uniquement ce qu'ils consomment. Puis autour de ça, il y a des briques d'observabilité et des fonctionnalités qu'on voudrait pousser, comme par exemple la migration entre des clusters de manière seamless. Un schéma très simpliste pour montrer ce que ça donne. Donc on a notre cluster de management, cluster API, qui va créer tout un tas de ressources, mais notamment des node pools, aussi bien dans du cloud privé que public. Ces nœuds-là sont capables de communiquer avec kubespan, d'accord. Et puis ce workload a la possibilité de consulter ces artefacts avec un NFS ici, dont la source de vérité est un bucket S3. C'est le point d'interaction avec le client. C'est là où il ajoute et modifie les fichiers qu'il voudrait récupérer ensuite. Voilà, une vue un peu plus détaillée, mais pas tellement plus. Donc, pour créer une application serverless, je l'ai dit, on passe par l'API, donc en commençant par en haut. Une fois, l'API, lui, est censé créer des ressources custom dans Kubernetes. Ce sont des ressources Knative, parce que c'est le framework qu'on utilise pour serverless. Pour la gestion des artefacts, on utilise NFS Ganesha qui roule dans le cluster pour avoir la data au plus près. Voilà. Et puis, ces applications peuvent rouler dans n'importe quel cloud provider avec le dénominateur commun Talos Linux. Voilà. Donc, on utilise cet OS pour tout et c'est ce qui rend intéressant vraiment Talos Linux. On utilise ça et on a quasi la même configuration d'un provider à l'autre. Donc on va passer rapidement sur cette slide parce que, je l'ai dit, le framework qu'on utilise, c'est Knative, en couple avec Istio, parce que ça fonctionne très très bien pour les expositions, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis NFS Ganesha. Alors pourquoi NFS Ganesha? Parce qu'on a eu un petit peu de challenge avec Talos Linux. C'est que le KNFS de base n'est pas activé par défaut. On a les outils de montage qui le sont, mais pas le serveur. Pareil pour NVIDIA avant les versions 1.2, pour tout ce qui concernait open source. Voilà, c'est des choses qu'il faut ajouter, on doit compiler le kernel pour ça. C'est quelque chose qui est relativement simple à faire parce que Sidero met à disposition des outils pour pouvoir le faire. Donc là, c'était avec un Makefile qu'on s'est débrouillé, mais voilà, il y a toutes les étapes qui sont dedans. Et puis, on a eu aussi des challenges avec les permissions. C'est-à-dire que comme Talos est très verrouillé de base, pour trouver le sweet spot, la bonne permission qu'il faut pour avoir le least privilege, c'est un peu compliqué et ça demande de faire des essais-erreurs
pas mal. On n'a pas trouvé de manière encore très intelligente de faire ça. Petite démo, on va créer un service serverless comme si on était un client. Enfin, pas vraiment comme si on était un client, parce qu'on voit ce qui se passe en cuisine. On va regarder déjà si on a des nœuds GPU qui sont dispo, donc il n'y en a pas. On va regarder sur l'API les tiers qui sont disponibles. Les tiers, c'est un peu les flavors. Donc on va choisir un qui supporte GPU. Donc là, on va prendre une EA10. C'est le nom qu'on va utiliser ici pour faire notre call API. Voilà, je fais avec Postman. Bon, le body, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers qu'on utilisera est bien le tiers qu'on a mentionné précédemment. Voilà, donc on lance la sauce. On a un code 200 et un service ID. Ce service ID, c'est l'ID de notre service qui correspond aussi dans notre cluster à un namespace, parce que un service ID égale un namespace dans notre cas. Alors ça va changer, mais pour l'instant c'est ça. Donc on l'exporte pour que ce soit plus facile, nous rendre la vie plus simple. Le namespace existe bien. Voilà, on va regarder si notre serverless service, donc la ressource créée par l'API, est ready ou pas. Donc elle ne l'est pas. Et donc on va regarder plus précisément ce qui se passe. On va regarder le pod, la plus petite unité dans le cluster qu'on peut vérifier, donc ce qui est créé in fine. Ah ben, notre application ne roule pas. En fait, on récupère d'abord les artefacts avant de rouler l'application. Donc là, on a récupéré 70 gigas. Donc on devrait avoir normalement notre application maintenant qui start. On va vérifier ça. On a notre application, mais elle est en status pending. Ah, c'est dommage. Donc on va regarder un peu plus en détail ce qu'il se passe. On va regarder les events qui sont associés à ça. On voit que le cluster autoscaler a compris qu'on manquait de nœuds, et donc il décide de rajouter un nœud. Voilà. Pendant ce temps, ça va nous laisser le temps de regarder ce qui se passe dans le cluster de management avec les ressources Cluster API. On va regarder si la machine est bien provisionnée, donc c'est le cas. La machine, c'est une custom resource de Cluster API, donc contenue dans une autre ressource qui s'appelle Machine Deployment, c'est un peu comme un node pool. On va regarder si notre Machine Deployment est bien là. Il est là, et son statut, c'est Scaling Up. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait ajouter un ou plusieurs nœuds. On va regarder l'anatomie de ce machine deployment, voir à quoi ça réfère. Donc on a deux choses. On a la configuration de Talos et la configuration AWS. Donc la configuration d'AWS, ça va être la configuration de l'instance, la boîte vide si on veut. Et puis la configuration de Talos, c'est la configuration qu'on va pousser dans cette instance. On va jeter un œil d'abord à la AWS Machine Template, voir de quoi ça a l'air. Bon, rien de compliqué, c'est du classico-classique. Voilà, donc on précise instance type, l'image qu'on va utiliser, les security groups, les disques qu'on veut, le subnet associé, etc., etc. Après ça, on va regarder la Talos config template. On va récupérer ça dans un fichier parce qu'on va le comparer avec une autre flavor ensuite. On va comparer les A10 avec les L4. Donc, de quoi ça a l'air? En fait, cette configuration, c'est un ramassis de patchs. Voilà, c'est les JSON patchs, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on peut activer, désactiver pas mal de choses. Donc là, on a KubePrism, on a le network qu'on veut utiliser, on a les labels qu'on veut pousser à la création du nœud, et puis aussi nos kernel modules de tout à l'heure. Voilà, et puis d'autres configs, les taints,
etc. Vraiment customisable à souhait. Donc j'ai dit qu'on allait récupérer la même chose, mais pour les L4. Et en fait, on va vraiment comparer ces deux configurations pour voir s'il y a fondamentalement quelque chose qui change ou pas. On va faire une petite commande diff pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Bah, pas vraiment, en fait, à part le nom et le Disable Search Domain qui est de toute façon à true par défaut, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, on a vraiment la même configuration d'un instance type à un autre. On revient à notre cluster cible. Voilà, notre cluster qui a été bootstrappé par notre management cluster. Et on va voir si notre nœud GPU est apparu ou pas. Donc il est là. On voit que notre application s'est déjà cédulée dessus. Voilà, donc il est running. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil. On va jeter un petit coup d'œil au log, au serverless service, pardon, d'abord, voir s'il est passé à true. Donc il est passé à true, ce qui veut dire que toute la chaîne de tout ce qui a été créé par cette application, il y a un opérateur qui roule derrière, tout est correct. On va regarder les logs de notre application, voir si on a bien quelque chose qui sert notre application. Voilà, voilà, notre serveur est bien démarré, tout est OK. Maintenant, on va parler à cette application. Et ce qu'on va faire, on va utiliser quelque chose pour faire de la génération d'images. Hein, on a récupéré l'URL. Et puis, on va générer une image directement sur cette application. On va le voir ensuite dans les logs. On envoie ça. Et on regarde de nouveau ce qui se passe. Donc, on voit que l'inférence a démarré. On est à 50%. On va regarder les logs au fil de l'eau, histoire de voir jusqu'à la fin. Voilà, donc 100%, tout est bien. On attend juste la output de notre requête, qui est une longue chaîne en base 64. On récupère cette chaîne, puis on va la décoder. On va enlever le superflu. Et normalement, si tout va bien, on devrait avoir une image. Voilà, on enlève ça aussi. Et voilà, on a une image. Alors, je ne vous ai pas infligé les chats, mais on n'est pas loin. Et donc, c'est grosso modo comment ça se passe. Sachant que dans la vraie vie, on ne fait pas ça de manière aussi brutale que je pourrais le faire. On a un service qui tourne par-dessus ça, donc c'est un front-end, qui va, lui, parler à notre plateforme pour pouvoir générer ce genre de choses. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent, qui va nous présenter les serveurs de jeu. Merci. Eh ben exactement. Alors, on va parler un peu de serveur de jeu et on va voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un serveur de jeu. Alors, il y a deux choses à savoir sur un serveur de jeu. La première, c'est qu'un serveur de jeu, eh ben, c'est une espèce de gros monolithe stateful. C'est-à-dire qu'une fois que, en tant que joueur, vous avez commencé à vous y connecter, vous allez rester tout le temps sur la même instance. Et qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a rien, il n'y a pas d'architecture entière ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que si jamais on coupe l'instance, du coup ça plante le jeu pour tous les joueurs qui sont dessus. Donc première petite subtilité. La deuxième, c'est évidemment la latence en tant que joueur, vous savez que c'est important s'il y a des joueurs dans la salle. Et donc du coup, on essaye, de se mettre au plus proche géographiquement des joueurs, et deux, d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc ça veut dire que du coup on parle en UDP avec des protocoles propriétaires, pas d'autres balancers, pas de trucs comme ça, et on va taper directement sur le port du process en question, pas de service Kubernetes ou de trucs comme ça.
Et donc, on a eu plusieurs évolutions de. Donc, c'est pas évident à héberger. On a eu plusieurs évolutions de la manière dont on a hébergé des serveurs de jeux, en tout cas chez Ubisoft, en fonction des générations des moteurs. Donc, évidemment, du Windows, du Linux, tout ça. Des data centers historiques Ubisoft, du public cloud. Ubisoft a même racheté il y a quelques années une entreprise qui s'appelle i3d.net, qui est spécialisée dans l'hébergement et qui a des points de présence un peu partout dans le monde. Ce qui nous a permis du coup de faire du on-prem, d'avoir des machines physiques assez conséquentes, parce que tout ça, ça nécessite pas mal de ressources. Et donc la dernière évolution qu'on avait eue, c'était de faire du Kubernetes. On s'est dit, tiens, on en fait pour tout, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas pour nos serveurs de jeu? Sauf que c'est pas si évident que ça, et donc du coup Ubisoft s'est associé à Google pour créer un truc qui s'appelle Agones, qui est un framework open source qui permet d'héberger des serveurs de jeu dans Cube. Donc c'est un opérateur Cube avec des CRD, etc., qui prend en compte toutes les spécificités des serveurs de jeu, qui est développé par Google en open source. Et donc du coup, c'était notre dernière évolution. On l'a déployé dans du public cloud et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal parce que du coup, on n'a plus l'avantage d'avoir nos machines physiques, nos grosses machines physiques qu'on avait, etc. Donc on s'est dit, ce qui serait bien, ce serait d'arriver à avoir le meilleur des deux mondes. Héberger nos serveurs de jeu dans du cube avec les bénéfices du public cloud pour tout ce qui est control plane, etc. Et nos grosses machines on-prem. Et du coup, c'est un peu ce qu'on est en train de construire en ce moment. La nouvelle génération de clusters Kubernetes hybrides, comme on les appelle, avec dans le public cloud tout ce qui est control plane et les nodes système avec tous les opérateurs Kubernetes, etc., où on bénéficie de toutes les features du public cloud. Et côté on-prem, des grosses machines physiques dans lesquelles on va déployer nos serveurs de jeu et sur lesquels les joueurs vont se connecter en direct, directement sur le process du serveur de jeu, sur le pod direct. Et entre les deux, on fait du kubespan, qui est une fonctionnalité de Talos qui nous permet de communiquer de manière sécurisée à travers des providers différents. Et ça marche plutôt bien dans notre cas parce que en fait, on a très peu de trafic qui passe par là. La plupart du trafic, en fait, c'est les joueurs, ça va taper directement sur les machines des serveurs de jeu. Et tout ce qui est trafic API Kubernetes, ça vient surtout des machines, des nodes système. La petite subtilité qu'on a eue, la difficulté qu'on a eue, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour installer Talos dans des écosystèmes un peu différents comme ça, des fois des VM, des fois des machines physiques, surtout qui ont des spécificités différentes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour activer, par exemple, les drivers Intel sur nos machines physiques, alors que ce n'est pas présent dans l'image? Est-ce qu'il faut faire des images custom? Et pour ça, il y a un truc super bien qui s'appelle la Talos Factory, qui fait partie de l'univers Talos, qui est open source, que vous pouvez héberger où vous voulez, et qui est en fait un composant qui va vous générer des images Talos à la volée customisées. Donc vous mettez ce que vous voulez comme config, et ça réutilise le système des layers des conteneurs Docker, et ça vous fournit une image Talos custom dans le format que vous voulez, assez pratique à utiliser. Donc, voilà, je ne m'attarde pas trop dessus, mais c'est super intéressant pour pouvoir déployer du Talos très facilement dans des environnements très différents. Et donc, une fois qu'on a booté toutes ces machines Talos un peu partout, comment est-ce qu'on les utilise? Alors nous, on ne fait pas de Talos CTL en direct parce qu'on a pas mal de machines. On ne fait pas de cluster API. À la place, ce qu'on a utilisé, c'est un truc qui s'appelle Omni, qui est un nouveau service qui est fourni par Sidero, donc la boîte qui fait Talos. C'est pas open source, c'est du business source license. C'est-à-dire que le code est dispo sur GitHub, mais c'est pas open source. Ce sera open source en 2028, je crois, sur la même licence que Talos. Et il l'héberge en mode SaaS. Donc nous, on l'utilise en mode SaaS. Ce que ça fait, c'est simplement que nos machines Talos, quand on les boot, en fait, on les configure pour qu'elles se connectent directement à Omni. Et c'est la première chose qu'elles font. Et donc, du coup, en fait, elles font ça à travers un lien sécurisé qui s'appelle le Sidero Link, qui est un peu l'équivalent du kubespan, c'est-à-dire ça passe par du WireGuard, etc. Et il n'y a que Omni qui peut les configurer. Donc, ça veut dire que, évidemment, du coup, vous donnez un peu les clés de toutes vos machines à Omni. Mais en contrepartie, c'est beaucoup plus facile à utiliser pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute une couche à réimplémenter de comment est-ce qu'on va parler à ces machines, etc. On peut construire par-dessus Omni qui devient un control plane et se focaliser sur nos use cases à nous, sans avoir à redévelopper tout ça. Et du coup, nous, on parle avec une API gRPC à Omni pour configurer les machines. Et donc, on va voir une petite démo de la Web UI d'Omni pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et alors là,
Parfait. Voilà, donc ça c'est la version web pour l'utiliser. Il y a aussi une API, une CLI, donc on voit toutes nos machines. On peut leur donner tout plein de labels, parce que quand on commence à avoir plein de machines, c'est plus facile à gérer avec des labels. On peut filtrer par label. Nos machines, voilà, Metal, c'est les grosses machines physiques qu'on a dans nos data centers on-prem. Et quand on clique dessus, on peut voir les infos sur les CPU, la RAM, les disques, tout ça. On peut voir les logs. Et alors, comme je disais au début, le cœur de... Pardon? Ah, 5 minutes, pardon. Je vais avancer un peu. Et donc, ouais, c'est basé sur un système de contrôleurs. Donc, on voit les logs des contrôleurs. On peut voir les config patch qu'on a aussi mis sur ces machines. Donc, par exemple, une pour dire sur quel disque on va installer Talos, etc. Un concept de machine class dans Omni qui est en fait un regroupement de machines à travers des labels. Donc ça, c'est très pratique pour dire comment est-ce qu'on fait pour parler à différentes machines sans avoir à les connaître par leur nom, juste par leur label. Et une petite démo de comment est-ce qu'on peut créer un cluster à travers l'UI d'Omni. Donc on peut sélectionner les versions de Talos, de Kubernetes, gérer des config patch, au niveau du cluster, au niveau des node pools, etc. Et donc là, vous vous dites, bah, c'est cool, on a une super UI, on pourrait laisser ça à nos utilisateurs, et puis on a fini le boulot. Sauf qu'en fait, bah, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut connaître le fonctionnement de Talos avec les configs, savoir comment les configurer, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un petit truc par-dessus qui s'appelle Polymer, c'est son nom de code interne. C'est notre control plane par-dessus le control plane d'Omni qui va nous permettre de configurer tout ça. Donc quand nos utilisateurs vont nous demander un cluster Kubernetes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, en fonction des différents paramètres qu'il nous a filés, on va aller générer la configuration Talos qu'on va demander à Omni d'appliquer sur certaines machines pour créer un cluster. Et une fois qu'il est créé, nous, on va se connecter au cluster à travers la Kube API pour l'installer, parce qu'en fait, les clusters Kubernetes qui viennent à travers Omni, ils sont tout nus, il n'y a pas grand-chose dedans, donc il faut qu'on installe un minimum de choses. Et donc on va faire une petite démo rapide, en 3 minutes, si ça veut bien démarrer. Voilà. De comment est-ce qu'on utilise ça à travers la CLI. Donc on va créer un cluster Cloud Nord de type développement, ça veut dire qu'il n'aura qu'un seul nœud de control plane. On va le mettre à Paris et on va lui créer un node pool avec un node qui est ce qu'on appelle les game servers, donc les grosses machines qu'on a pour héberger les moteurs de jeu. Voilà, donc le control plane est sur Azure. On va aller regarder où est le node pool. Et le node pool est hébergé dans un autre provider, i3D, donc c'est nos serveurs on-prem. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on utilisait Omni à travers la Web UI. Là, je vais vous montrer à travers la CLI. Donc, on peut regarder l'état du cluster. Donc, on voit quelle machine il a sélectionné. On voit les UID des machines. On voit qu'elles sont en train de booter. Et donc, pendant ce temps-là, on peut utiliser toujours la CLI d'Omni pour voir les config patch qu'on a générés. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que me montrait Christophe tout à l'heure. Toutes les configurations YAML. Donc vous voyez que l'utilisation de la CLI d'Omni est en fait très similaire à kubectl par exemple. On a différentes ressources qu'on peut lire. On peut les filtrer avec des labels. On peut regarder à l'intérieur en YAML. Et donc à l'intérieur, en fait, c'est des bouts de YAML de config Talos, tout simplement. Donc par exemple, activer kubespan, c'est un booléen à activer. Et des fois, on a des ressources de types différents, donc API version et kind, un peu comme le même concept de Kubernetes, où vous avez des documents différents en fonction de ce que vous voulez configurer. Donc là, c'est pour configurer les règles de firewall sur l'OS directement. Donc tout est déclaratif. On va regarder si notre cluster il est prêt. Donc là, les machines ont booté. Donc du coup, pendant que les process terminent de démarrer, on va pouvoir récupérer la kubeconfig à travers notre CLI.
et on va s'en servir pour se connecter à notre cluster API, à l'API de notre cluster, à travers un client Kubernetes. Voilà. Et donc, on va pouvoir voir les nodes. Et on voit bien qu'on a un node qui est une VM sur Azure, qui est le control plane, et l'autre node, qui est notre machine physique hébergée on-prem. Et donc, les deux communiquent bien. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore ready parce que tous les pods n'ont pas démarré. Et donc, voilà, les pods sont en train de démarrer avec tous les services. Alors, je vais passer rapidement sur c'est quoi la suite. En fait, on n'a pas encore de jeu en production parce que ça prend du temps d'avoir des jeux live sur une nouvelle plateforme. Donc, à la place, on fait beaucoup de tests pour s'assurer des performances, etc. Et donc, on a fait des tests avec simulation de 40 000 joueurs, etc. À ce niveau-là, vous savez à peu près comment on utilise Talos chez Ubisoft. Donc, vous vous dites, est-ce qu'il y a d'autres gens qui utilisent Talos? Oui, il y en a d'autres. Il y a 2-3 semaines, il y avait une conférence qui s'appelle la TalosCon qui était à Londres. Et donc on y était pour présenter un peu ce qu'on faisait. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a deux types d'utilisateurs différents. Il y a tout ce qui est Home Labs, donc tous les gens qui utilisent Talos chez eux le soir parce qu'ils trouvent qu'ils n'utilisent pas assez Kubernetes au boulot. Donc voilà, il y en a. Ils font pas mal de choses intéressantes. Et dans les entreprises, il y a des grosses entreprises comme Nokia par exemple, qui a un gros cloud interne qui utilise Talos dessus en prod depuis 2020. Roche qui déploie des clusters Kubernetes directement dans les hôpitaux avec des clusters OneNode, et donc il demande à des gens qui ne font pas du tout de l'IT de démarrer et de booter des clusters Kubernetes, c'est assez rigolo. Ou Enix par exemple qui fournit un pass open source qui s'appelle CozyStack, basé sur Talos. Vous pouvez regarder, c'est dispo sur GitHub, c'est assez intéressant. Voilà, je crois qu'on n'a plus de temps. Merci à vous. Merci. Vous pouvez scanner le code pour dire ce que vous en pensez.